19h passées. Au sein du concile de la très sainte Église orthodoxe, que gloire soit rendue à Dieu pour toutes choses. Voilà, 19h passées de 19 minutes, on écoute la première et on est plongé dans un concile, une grande réunion qui concerne le monde des églises orthodoxes, concile qui s'achève aujourd'hui en Crète et on est en compagnie de Fabien Hunenberger. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Vous êtes donc sur place en Crète, vous avez vu ces derniers instants, vous avez assisté à cette dernière réunion conciliaire ou bien est-ce que c'était juste quelque chose pour les médias ? Ah non. Alors, il y a deux choses à dire. C'est qu'effectivement, j'ai participé avec un invité qu'on découvrira dans quelques instants aux 2 derniers jours de ce concile pan-orthodoxe. Mais c'est vrai qu'on était un peu à distance. Les mesures de sécurité et le huis clos ont fait qu'on y a assisté avec un peu de décalage médiatique, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que ça se passe, un concile de ce type-là, Fabien Hunenberger ? Alors, il faut imaginer que ça ressemble peut-être un peu plus petit à un Vatican II, un concile Vatican II de l'Église catholique, pour vous donner une image. Le monde orthodoxe, c'est quand même 250 millions de fidèles. Alors un tel concile, donc ça a été réuni sur, on va dire, une grosse semaine, un ordre du jour assez précis. Il y avait 6 documents qui devaient être discutés. C'est un ordre du jour qui a été négocié en Suisse. On peut peut-être le noter à Chambézy. C'était au début de cette année. Il s'agissait pour les orthodoxes de se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions, un certain nombre de pratiques. Ça concernait le jeûne, donc la cessation de s'alimenter pendant un certain temps, ça concernait le mariage, ça concernait l'autonomie des églises, la mission des orthodoxes, ça concernait la relation avec les autres églises, la diaspora aussi orthodoxe, grande question qui a été traitée. Voilà l'essentiel un petit peu du menu des discussions ici, donc en Crète, durant cette semaine, Jean-Christophe. Et vous êtes donc en compagnie d'Antoine Arjakovski, co-directeur du département de recherche Société, Liberté, Paix au Collège des Bernardins, c'est donc à Paris. Antoine Arjakovski, bonsoir déjà. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, merci d'être avec nous dans Haute Fréquence. Comment avez-vous vécu comme ça en 2 mots ce concile ? C'était une surprise ou pas ? Tout est codifié ? Alors c'était une surprise au sens où jusqu'à la dernière minute, on s'est interrogé de savoir s'il se tiendrait. Et en même temps, ça a été une très grande chance, une très grande opportunité pour moi. J'avais écrit un bouquin en attendant le concile de l'Église orthodoxe qui était sorti en 2011. Et je l'avais intitulé en attendant parce qu'il y a la fameuse pièce en allant dans Godot, on ne sait pas si bien à la fin. Donc ça a été une très pour moi de participer à un véritable événement et qui, je pense, va marquer la vie de l'Église orthodoxe pendant de longues années. Voilà, malheureusement, la qualité du son se dégrade un peu. Est-ce que vous êtes toujours là, Fabien Hunenberger Oui, nous sommes toujours là. Voilà, bon, on va essayer de continuer comme ça. Peut-être qu'on vous rappellera alors sur le téléphone et non pas par l'informatique. On va pour l'instant essayer de continuer comme ça. Peut-être que vous nous dites une chose sur les personnes et les églises, pas les personnes, mais les églises qui étaient absentes de ce concile. On en a beaucoup parlé. Plusieurs églises ont renoncé à cette manifestation. Oui, effectivement, sur les 14 églises orthodoxes attendues à ce concile, 10 seulement étaient présentes. Il manquait les Bulgares, les Géorgiens, les orthodoxes arabes du patriarcat d'Antioche, et puis également l'un des poids lourds de l'orthodoxie, la Russie, le patriarcat de Moscou. D'ailleurs, je vous propose, avant de mettre les pieds ici en Crète, d'entendre le point de vue d'une personne qui, dans le fond, nous explique le point de vue des absents. C'est Bernard Lecaro, qui est traducteur pour orthodoxie.com, un site d'information orthodoxe, qui nous résume, dans le fond, les raisons qu'ont invoquées les absents pour ne pas venir. La première qui a fait défection, c'est l'Église orthodoxe de Bulgarie. Et l'Église orthodoxe de Bulgarie considérait que les textes qui avaient été mis au point au préalable n'étaient pas satisfaisants.
Par conséquent, cette Église a demandé au secrétariat du Concile pan-orthodoxe de bien vouloir apporter des modifications. Et du fait qu'il n'y a eu aucune réaction, elle a préféré s'abstenir, considérant qu'elle n'avait pas à être présente à un concile où tout serait décidé d'avance, selon ses propres considérations. Ensuite, l'Église de Géorgie a suivi parce qu'elle n'était pas non plus d'accord avec certains de ces textes préconciliaires. Et puis, le patriarcat d'Antioche. Alors, le patriarcat d'Antioche, c'est une position assez différente de ces deux premières églises. C'est que ce patriarcat est en conflit avec l'Église de Jérusalem au sujet de la juridiction sur le cathare. Et l'Église d'Antioche souhaitait que le conflit soit réglé avant le concile, ce qui ne s'est pas fait. Le patriarcat de Constantinople proposant qu'une solution soit trouvée après le concile. Par conséquent, Antioche a préféré ne pas participer. Et cette église avait prévenu déjà un certain temps à l'avance que si le conflit n'était pas réglé, elle ne viendrait pas. Alors, tout à la fin, c'est le patriarcat de Moscou qui a décidé de ne pas participer parce que les trois autres églises ne participaient pas, auquel cas il ne s'agirait pas d'un concile véritablement pan-orthodoxe. Pourtant, il avait été dit qu'elles avaient toutes signé au mois de janvier le document annonçant leur participation. Malheureusement, ce n'est pas exact. Le patriarcat d'Antioche, lorsqu'il y a eu cette réunion à Chambézy au mois de janvier de cette année... Juste un petit mot, Chambézy, donc c'est un centre orthodoxe près de Genève. Hein. Alors c'est le centre orthodoxe du patriarcat œcuménique près de Genève, où se sont déroulées un certain nombre de séances préconciliaires. Donc à la conférence du mois de janvier, un document a été donné aux différentes églises pour signature, selon lequel le concile aurait lieu en Crète au mois de juin de cette année. Et pour ce qui concerne le représentant du patriarcat d'Antioche, il a finalement fait précéder sa signature d'une mention selon laquelle il n'était pas d'accord avec cette décision. Donc c'est une signature pour dire qu'on ne signera pas. Exactement. Et à ce moment-là, d'autres églises ont opposé des arguments un petit peu différents, qui étaient de l'ordre de dire c'est prématuré, les documents ne sont pas mûrs. Absolument. Et l'Église serbe aussi émettait des réserves, disant qu'elle n'avait pas eu le temps de se préparer suffisamment pour ce qui concerne ces documents. Bernard Lecarreau, traducteur et rédacteur pour le site orthodoxie.com. Une attitude du côté des 4 églises qui n'ont pas participé au concile qui a suscité de nombreuses réactions au sein du dit concile. Je vous propose d'écouter celle de Monseigneur Stéphane. Il est primat de l'église orthodoxe d'Estonie, une église qui dépend du patriarcat de Constantinople. Alors, petite note avant de l'entendre, il fait allusion au Qatar et en particulier à une querelle de juridiction qui a eu lieu entre l'église d'Antioche et l'église de Jérusalem à propos d'une paroisse située dans ce pays. Alors, question, est-ce que certaines églises, dont celle d'Antioche, avaient annoncé par avance qu'elles ne participeraient pas au concile ? L'église d'Antioche trouve maintenant des prétextes. Au début, c'était on viendra que si le Qatar est réglé. La question du Qatar est une question mineure qui n'entre pas en ligne de compte dans le concile. La preuve, c'est qu'on n'a même pas touché la question épineuse, par exemple, de l'Ukraine. Ce ne sont pas des questions qui entraient dans le contexte du concile. Ils ont signé la réunion, la convocation du concile. Maintenant, il y a des documents. Les documents sont là pour être étudiés. Ces documents ont été préparés, les 6 documents. Le concile, il est fait pour ça, pour qu'on discute et que s'il y a des différences, qu'on essaye de les résoudre. Le fait qu'ils ne viennent pas, c'est pas une solution. Ce sont des arguments, je dirais, sans aucun contenu et ils en font une tartine. On n'est pas venu pour faire du théâtre ici, on n'est pas venu pour faire de la bataille, on est venu pour manifester notre unité. On est venu pour vivre sous le regard de l'Esprit Saint et sous sa conduite. Ça a été réussi à 1000%. Dommage pour ceux qui ne sont pas venus. Et j'espère que la leçon est suffisamment claire pour eux pour que la prochaine fois, ils viennent. L'absence de Moscou et de 3 autres églises, est-ce que ça affaiblit le concile ? Ça n'affaiblit rien du tout, absolument rien du tout. Soyons quand même clairs.
En 2014, tous les primats, tous, ont décidé de faire le concile. Donc tout le monde était d'accord. Ils ont fixé la date et ils ont fixé le lieu. 15 jours avant, ces 4 églises viennent nous dire on ne vient pas. Et plus que ça, parce qu'on ne vient pas, il faut arrêter le concile. Je ne sais pas, dans un monde occidental, comment on peut se permettre de parler comme ça. Le patriarche n'avait aucune raison d'arrêter ça. 10 églises sont venues. Nous avons lancé des appels pour qu'ils viennent quand même au moins célébrer avec nous. Même ça, ils ont rejeté. Et pour finir, ils se sont mis eux-mêmes hors concours, hors sujet. Ça les regarde, c'est le problème, ils sont libres. Alors vous voulez que je donne un résumé ? Cyril, l'arroseur arrosé. Les 2 patriarches, le bulgare et le géorgien, la voix de son maître. Et les antiochiens, il a cédé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Voilà. Les propos de Monseigneur Stéphane, qui est donc primat de l'Église orthodoxe d'Estonie, l'une de ces églises qui était présente au synode pan-orthodoxe, au concile pan-orthodoxe, dont nous parlons, qui s'est déroulé en Crète jusqu'à aujourd'hui. Antoine Arjakovski, on vous a retrouvé, j'espère, dans des meilleures conditions sonores. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette espèce de querelle d'interprétation sur le fait de participer ou non à ce concile ? C'est sûr que ça va jouer dans l'avenir. La question de la réception du concile, elle est forcément entachée par le fait que 4 églises importantes ne sont pas venues. Maintenant, je voudrais un petit peu positiver les choses au sens où ce matin il y avait une liturgie et pendant la liturgie, non seulement le nom de tous les primats qui étaient présents a été cité par le patriarche Bartholomée, mais également le nom des absents. Dont le patriarche Kirill, le chef de l'église d'Antioche et les 2 autres. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de schisme, ça veut bien dire qu'il y a eu une prière commune, et donc moi c'est ça que je retiens, c'est que il y a vraiment eu un moment d'unité aujourd'hui. Le concile s'est terminé avec succès, il y a des documents qui ont été adoptés. Alors c'est vrai que dans la session conclusive, on a dit que ça avait été signé par l'ensemble des églises, et donc voilà, la vérité du concile, c'est de dire que ça avait été signé. Mais le plus important, c'est surtout que ça s'est terminé avec l'ensemble des documents qui ont été signés par toutes les églises qui étaient présentes, et c'était pas gagné au départ. Fabien Hunenberger, il y a une des questions qui étaient brûlantes dans ce concile, enfin qui planait, si j'ose dire, en toile de fond, c'est la question de l'Ukraine. Il y a une situation bien particulière en Ukraine. Est-ce que ça a été abordé dans le cadre du concile ? Alors je confirme que c'est une question ultra sensible. J'ai l'impression que sur les 200 délégués, en tout cas, certains n'étaient pas prêts du tout à évoquer cette question-là. Alors peut-être avant de voir certains points de vue, puisque certains ont quand même accepté de se prononcer sur cette question de lutte d'influence entre Moscou et Constantinople pour faire extrêmement court, eh bien je vous propose de retrouver Bernard Le Carreau, donc traducteur-rédacteur pour le site orthodoxie.com, pour comprendre dans le fond les enjeux assez fins, à la fois géopolitiques mais aussi religieux, canoniques, qui se posent dans ce dossier. Bernard Le Carreau. Officiellement, le patriarcat de Constantinople reconnaît l'Église d'Ukraine qui dépend du patriarcat de Moscou. Alors, pour expliquer un peu plus pour les auditeurs, dans les années 90, un schisme s'est produit dans l'Église d'Ukraine. Une partie, et la majeure partie, restant fidèle à Moscou, et l'autre se proclamant indépendante, on dit autocéphale, en prétextant qu'ils ne sont pas russes, etc. Donc uniquement pour des raisons nationalistes. Ce conflit perdure jusqu'à aujourd'hui, et parfois Constantinople a donné l'impression qu'elle appuyait le clan adverse, le clan indépendantiste. Mais ce qu'il faut dire, c'est que officiellement, elle n'a jamais fait. Il y a eu parfois des intrusions de Constantinople en Ukraine de façon tout à fait officieuse. Donc je dirais jusqu'à aujourd'hui, le patriarche Bartholomée l'a souligné lui-même, il ne reconnaissait que l'Église d'Ukraine qui dépend du patriarcat de Moscou, et il a été précisé il y a quelques jours que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'agenda du concile. Elle doit se régler après, ou est-ce qu'elle ferait l'objet d'un prochain concile? C'est question dans le fond d'autocéphalie.
Alors écoutez, ça c'est vraiment trop tôt pour le dire. Et puis bon, vu les relations, disons, tendues entre Moscou et Constantinople suite au refus de Moscou d'assister au concile, ça ne se réglera pas facilement. Une des questions, bien sûr, qui est en marge du concile, c'est la question du rapport à la nation, éventuellement même au nationalisme. Comment est-ce que vous voyez la place de cette question-là dans le concile ? Je pense que le concile ne s'en occupera pas de façon, je dirais, stricte. Il a été condamné par un concile local à Constantinople en 1872. Et l'idée de certains participants au concile actuel serait justement d'inclure ce concile, ainsi que les conciles précédents, dans les documents conciliaires actuels pour confirmer leur validité. Maintenant, pour parler plus largement du nationalisme, l'Église orthodoxe a toujours eu la tradition dans sa vie d'être aux côtés de son peuple. Ça a été vrai pendant la turcocratie, ça a été vrai pendant le communisme, enfin dans la mesure où l'Église pouvait faire quelque chose. Mais parfois, il faut bien le constater, ce nationalisme est allé très loin, allant jusqu'à préjudicier les intérêts même de l'Église. Mais il y a toujours eu quand même une forte réaction dans toutes les églises orthodoxes pour limiter, disons, ce phénomène. Peut-être une ultime question qui est celle du lien avec la politique. Un reproche qui a été fait à Moscou, mais c'est peut-être valable aussi pour d'autres églises. C'est un lien assez étroit avec la politique. Enfin, on peut penser bien sûr au gouvernement de Vladimir Poutine. Est-ce que, selon vous, ça se sent dans ce concile, que cet arrière-fond de mélange avec la politique a été un reproche fait à l'Église russe ? Alors écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits à la Russie et à l'Église russe actuellement. Parfois, naturellement, qui peuvent être justifiés, mais je dirais que, grosso modo, et surtout au titre de ce concile, je ne vois pas du tout le rôle que l'État russe actuel a pu jouer. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait en dehors de leur catégorie de pensée, puisque là, la politique, ni de près, ni de loin, n'y est mêlée. Si on fait abstraction du conflit en Ukraine, mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Ukraine n'est pas à l'ordre du jour. Bernard Lecarreau, traducteur et rédacteur pour le site web orthodoxie.com. Et là, on va s'interrompre quelques instants pour prendre des nouvelles de la route. Infotrafic, RTS. Dans le canton de Vaud, la route du col de la Givrine est fermée entre Saint-Cergue et Nyon dans les deux sens en raison d'un accident. On parle donc de ce concile pan-orthodoxe qui s'est déroulé en Crète, notamment avec vous, Fabien Nunberger. Est-ce qu'on a évoqué cette question de l'Ukraine ? Est-ce que ça a été, peut-être pas officiellement, mais dans les couloirs, quelque chose, un débat ? Alors vous avez effectivement raison, Jean-Christophe, dans les couloirs on en a parlé, mais j'insiste pas en plénum. Alors j'ai pu recueillir deux avis que je vais vous faire entendre. Le premier, c'est celui de Jean de Cariopolis, qui est archevêque pour le patriarcat écuménique de Constantinople. Sa responsabilité, ce sont les églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale. Alors effectivement, je lui ai demandé comment est-ce qu'il appréciait la question de l'Ukraine. On n'a pas parlé d'Ukraine, mais dans le message final, dans l'encyclique, on parle de retrouver la paix en Ukraine. C'est-à-dire que vous savez que le patriarcat est sous pression avec le gouvernement ukrainien qui a demandé l'autocéphalie pour l'Ukraine, ainsi de suite. Et là, on n'a pas parlé de ça parce que c'était pas prévu. Les autres églises qui n'étaient pas là ne peuvent pas dire qu'on n'a pas respecté le cadre fixé. La question ukrainienne n'a pas été évoquée, sauf comme un malheur. Et il a été évoqué aussi, vous savez, les massacres en Serbie de la dernière guerre, le prosélytisme catholique dans certaines régions de l'Est. Enfin il y a partout des petits problèmes, vous savez, ça il faut être réaliste. Mais ça a été évoqué avec beaucoup de paix, de sagesse, et même un grand évêque a dit, nous devons œuvrer dans le pardon, et c'était le métropolite d'Estonie qui a dit, nous aussi, nous avons vécu des choses dramatiques, conflictuelles entre les Estoniens et l'Église de Russie. Il a dit, maintenant, nous prêchons le pardon. Donc, je pense que les Serbes doivent aussi arriver à prêcher le pardon, et ainsi de suite. Il n'y a que ça qui peut fonctionner, vous savez, si on est chrétien.
Monseigneur Jean, archevêque du patriarcat de Constantinople. Ceci dit, maintenant que le concile est terminé, la question de l'Ukraine revient à l'ordre du jour. On retrouve Monseigneur Stéphane, primat de l'Église orthodoxe d'Estonie. Tout ce qui est maintenant de l'Ukraine, laissons au patriarche le soin de le régler avec discrétion. Le patriarche a informé toute l'Assemblée de ce qui s'est passé au Parlement. Parlement ukrainien donc. Oui, le Parlement et le gouvernement. Cet appel à une indépendantisation de l'Église ukrainienne. À l'autocéphalie. Il faut savoir qu'il y a quand même des contraintes qui sont nécessaires avant ou des conditions avant d'obtenir une autocéphalie ou une autonomie. Il faut que l'État le demande, il faut que l'État soit constitué dans des frontières reconnues par la communauté internationale. Il faut que le peuple le désire. Actuellement, toutes les conditions sont réunies pour qu'effectivement le patriarche puisse prendre une décision. Mais ne me demandez pas d'aller plus loin, c'est le secret du patriarche et il faut le respecter. Monseigneur Stéphane, primat de l'Église orthodoxe d'Estonie. Bon, on entend bien que cette question ukrainienne, elle est extrêmement brûlante et que aucune décision pour l'instant n'a émané du patriarcat de Constantinople, dont on attend éventuellement qu'il reconnaisse cette Église. Fabien Nunberger, pour en venir à d'autres éléments de la substance de ces fameux 6 documents qui ont été discutés lors de ce concile, on a parlé de quoi finalement ? Alors, parmi les dossiers chauds, on peut en signaler en tout cas 2 comme ça. Il y a la question des mariages mixtes, donc confessionnellement mixtes, un orthodoxe avec une autre personne de confession chrétienne. Ça peut, suivant les contextes, suivant les pays, poser problème. Et puis, il y a une question aussi qui est celle du regard que les églises orthodoxes jette sur les autres églises, et là je mets des guillemets, de savoir si elles considèrent par exemple l'église catholique ou les églises protestantes précisément comme des églises. Alors sur ces points chauds, je vous propose pour commencer d'entendre le point de vue de Monseigneur Jean, donc archevêque du patriarcat de Constantinople. Les mariages mixtes, on a discuté de tout ça, simplement on a juste enlevé la formule mariage mixte dans le texte et pour rebalancer tout dans l'économie des synodes. Comme ça, le mot mariage mixte n'apparaît pas pour satisfaire la Sainte Église de Géorgie, mais il y a une ouverture qui est faite. Si vous voulez, le principe de ce concile, c'est qu'on garde vraiment la tradition, on garde la foi, on garde le dogme, mais on ouvre à l'économie. On peut juste traduire pour les auditeurs, quand vous dites économie, ça signifie pratiquement de transgresser certaines règles, n'est-ce pas? L'économie, pour nous, c'est de transgresser certaines règles. Voilà, une marge de manœuvre qui concerne quand même la majorité des églises. Par exemple, pour les mariages mixtes, toutes les églises disent, bon, nous faisons des mariages mixtes. Et puis, les relations avec les autres chrétiens, bon, hier, il y avait un peu de tension, c'était un peu conflictuel entre l'église de Grèce et l'église de Serbie aussi, qui ne voulait pas que le mot église apparaisse comme, il fallait que nous soyons, nous, l'église, et que les autres églises apparaissent comme des autres chrétiens, pas des églises en tant qu'église. Alors il y a eu une grande confrontation entre les tenants du mot église, puisque ça fait partie quand même de l'histoire, n'est-ce pas? On a des conciles, des lettres où l'église catholique romaine est reconnue comme une église, n'est-ce pas? Maintenant, on va pas dire qu'elle n'est pas une église. On est tombé sur la tête autrement. Alors, là, on a parlé des églises hétérodoxes ou d'autres chrétiens. Enfin, on a un peu bricolé un peu les textes pour satisfaire un peu tout le monde, parce que il faut dire que les orthodoxes traversent une période très très difficile en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un grand phénomène de zélote, c'est-à-dire d'intégrisme orthodoxe, et notamment dans le monachisme. Et toutes les églises, par exemple l'église de Roumanie a dit qu'elle avait de grands problèmes avec certains courants monastiques en Roumanie, qui sont devenus vraiment des espaces où on juge tout le monde. On juge les évêques, on juge l'église, on juge les autres chrétiens. Enfin, c'est vraiment effrayant. C'est la même chose aussi en Grèce, puisque la Grèce connaît aussi, elle a 12 fractions d'églises qui ont rompu, en fait 12
chapelles des chapelles, voilà, comme ça, des chapelles qui ont rompu avec l'Église de Grèce pour des motifs de calendrier, pour des motifs de barbe, pour des motifs de dogmatique, pour des motifs X, Y, Z, n'est-ce pas? Et alors ces églises-là, elles sont un peu sous pression. Alors il faut les aider aussi à combattre ce phénomène, parce que je vois que toutes les églises ne veulent pas que ce phénomène s'installe chez elles, n'est-ce pas? Ils veulent que l'Église soit l'Église, et une sainte catholique et apostolique, et non pas une église de gens qui sont toujours en train de juger, d'excommunier les autres et de propager des idées qui ne sont pas liées à la foi et au dogme de l'église et de la tradition. Les paroles de Monseigneur Jean de Cariopolis, archevêque dépendant du patriarcat de Constantinople et qui est également responsable des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. On vous retrouve, Fabien Hunenberger, pour évoquer ces courants peut-être plus fondamentalistes. Est-ce que, du point de vue de la Crète, vous avez pu en sentir quelque chose ? Non, pas particulièrement en Crète, mais je vais peut-être me tourner vers Antoine Arjakovski, qui a une connaissance assez encyclopédique du monde orthodoxe. Lui a certainement un point de vue sur cette question des zélotes, tel qu'on parlait, Monseigneur Jean. Oui, bien sûr, c'est un vrai problème pour l'Église orthodoxe, et c'est que comme il n'y a pas eu de processus conciliaire qui aboutit à des documents depuis au moins 100 ans, eh bien, il y a des monastères qui, petit à petit, considéraient que la vérité de l'orthodoxie leur appartenait, et donc ont pris des positions, y compris contre le mouvement œcuménique, y compris contre le patriarche Bartholomé. Et en Roumanie, en particulier, on a appris qu'il y a de plus en plus de gérontes qui se prennent un petit peu pour l'Église. Et donc c'était très important lors de ce concile, eh bien que l'ensemble des 10 églises qui étaient présentes se prononcent contre le fondamentalisme, se prononcent contre les mouvements zélotes, affirment l'unité de l'Église et affirment eh bien que l'Église orthodoxe elle est pour le mouvement œcuménique depuis les origines du mouvement œcuménique. Ça me paraît très important. On peut quand même peut-être ajouter encore un point, c'est qu'on a eu un écho atténué, puisqu'on n'a pas été témoin direct de ces échanges, que certaines prises, certains feux croisés ou certaines batailles théologiques autour de terminologie ont été assez vigoureuses, autour par exemple de la notion de personne. Il y a des théologiens qui se sont vigoureusement opposés, donc il y a vraiment des écoles différentes qui se sont affrontées derrière, bien sûr, les murs épais de cette académie ici à Colimbari. Fabien et Antoine Arjakovski, on a l'impression que, évidemment, ce concile, c'est une affaire d'ecclésiastiques de haut rang. Qu'en est-il des laïcs? Qu'en est-il des mouvements de la base? Est-ce qu'il s'est passé en marge de cette manifestation quelque chose qui traduit les attentes de ces gens-là? Ce qui s'est traduit, c'est que depuis le mois de janvier où les textes ont été publiés, il y a eu une vaste discussion dans tout le monde orthodoxe qui va aujourd'hui de l'Australie aux États-Unis, de l'Afrique à la Russie, et vraiment des laïcs, des jeunes, des hommes, des femmes ont commenté les textes et ça a produit un véritable intérêt. Alors bien entendu, on aimerait qu'il y ait plus de femmes en particulier. On a vu très peu de femmes dans les délégations. On aimerait qu'il y ait plus de laïcs, on aimerait que les théologiens soient un peu plus consultés, mais on sent quand même que ce concile a fédéré l'attention de l'ensemble du monde orthodoxe, et de ce point de vue-là va produire une dynamique très positive. Et bien entendu, en Crète, et surtout en Grèce, il y avait beaucoup de médias, de télévision, les gens s'intéressent à ce qui se passe, et ça aussi, c'est positif. Est-ce que vous partagez cette idée que ce concile va être suivi dans un délai beaucoup plus court d'autres rencontres du type? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'a été discuté pendant ce concile la possibilité de refaire d'autres rencontres de ce type, même si ce concile est clos. Il faut insister là-dessus. Ça a été vraiment souligné par le patriarche. Le concile est terminé, mais d'autres éditions, tous les 7 ans, tous les 10 ans, ont été évoquées. Je ne sais pas si vous avez d'autres précisions, Antoine Arjakovski. Oui, c'est exactement ce qui apparaît dans le texte de l'encyclique. Il y a une encyclique qui a été adoptée en plus des 6 documents et qui dit que la vie de l'Église orthodoxe est une vie synodale et donc il faut que ce type de réunion ait lieu de façon régulière et donc tous les 7 ou 10 ans. Donc, ça me paraît très important. C'est un modèle qui existe, on peut le souligner, dans d'autres églises. Par exemple, les anglicans organisent ce type de réunion tous les 10 ans environ.
Antoine Arjakovski, une des choses qui peut nous permettre de comprendre la complexité de la mise sur place d'un tel événement et peut-être aussi de cette difficulté d'avoir des gens qui au dernier moment se déclarent absents, c'est que finalement les documents sur lesquels la discussion a porté, ce sont des documents très très anciens puisque c'est un événement qui se prépare depuis une 50aine d'années. Absolument. L'agenda avait été décidé en 1976, mais finalement, ça n'est que 6 des 10 questions qui ont été retenues, mais elles ont été actualisées. Le document sur la diaspora, par exemple, a été actualisé entre 2008 et 2009, et donc voilà. Je crois que ces textes ont un véritable intérêt, en particulier le texte sur la mission. Il parle de la modernité qui produit de la cupidité, il parle de la crise financière et du libéralisme, de l'ultralibéralisme contemporain. Il y a un terme grec qui est utilisé pour parler d'avidité et donc de ce point de vue-là, il est en prise aussi avec les questions de l'écologie contemporaine et l'encyclique c'est une synthèse de l'ensemble des textes qui ont été adoptés et je crois qu'elle a beaucoup de souffle. Je crois que c'est un véritable document qu'on pourrait comparer un petit peu en 1891, Rerum Novarum pour l'Église catholique. C'était une entrée en modernité. On critiquait la modernité, mais en même temps, on voulait répondre aux grands enjeux sociaux contemporains. Eh bien, je crois que cette encyclique véritablement fait une synthèse et une synthèse personnaliste. On sent que la patte du grand théologien de ce concile, le Monseigneur Jean Zizioulas, est très présente. Elle pourra parler au-delà, je crois, de l'Église orthodoxe au monde contemporain pour dire que il y a du positif dans la modernité, il y a la liberté de conscience, il y a l'état de droit, il faut séparer l'Église et l'État. Ça, on n'avait pas entendu ça de la part de l'Église orthodoxe depuis très longtemps. Et en même temps, il faut critiquer la modernité qui produit beaucoup de violence, beaucoup de fondamentalisme. Il y a une pensée particulière pour les minorités persécutées partout dans le monde, bien entendu au Proche-Orient. Donc, c'est des paroles, je crois, qui vont retenir l'attention. On s'interroge encore, et ce sera mon ultime question, on s'interroge sur les églises qui étaient absentes. Quel effet ces documents qui ont été authentifiés à ce concile comment peuvent-ils être reçus dans ces églises qui étaient absentes, en particulier l'église russe, qui numériquement représente une partie extrêmement importante de l'orthodoxie? Je crois que les pères de ce concile ont tout fait pour que ces églises se sentent à l'aise avec ces documents. Et en particulier, c'est ce que disait Monseigneur Jean Kariopoulis, le document sur le mariage, il est assez dur à recevoir pour des Occidentaux. Le fait que les mariages mixtes entre chrétiens soient pas vraiment recommandés au niveau de la norme canonique, bon, c'est pas formidable, mais ça a été fait pour justement que les Géorgiens l'acceptent. Maintenant, c'est vrai que si on regarde dans le détail ces textes qui ont été travaillés aussi par l'Église russe, on voit que, par exemple, dans la doctrine sociale de ces textes, on interdit tout changement de frontières, par exemple. On condamne toute occupation d'une armée dans un autre pays. Voilà. Alors là, l'Église russe, qui elle a accepté malheureusement l'occupation du Donbass, l'annexion de la Crimée, il va falloir qu'elle explique ça à ses citoyens. Et je pense que ça va être un peu difficile à accepter. Très bien, merci pour ces éclairages, merci pour ces éclairages de l'intérieur depuis la Crète, où je rappelle que vous êtes Fabien Hunenberger et Antoine Arjakovski. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce soir pour nous donner quelques explications sur ce synode panorthodoxe qui s'achevait aujourd'hui même. Bonne soirée. Bonne soirée Jean-Christophe.